Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros de votre émission Sur la chaise. Aujourd'hui, nous parlons de ces contingents de l'armée burundaise déployés dans l'Est de la République démocratique du Congo pour traquer des groupes armés locaux étrangers récalcitrants au processus de paix voulu par des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, annoncé lundi. Le contingent burundais est le premier qui s'est déployé dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Pour en parler, aujourd'hui, nous recevons dans cette émission Sur la chaise Nikes Kibelbel Oka. Je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation, écrivain et directeur du journal Le Coulisses, spécialisé dans les questions de défense et sécurité dans les Grands Lacs. Nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour chers confrères, merci de l'opportunité. Tout comme nous, vous avez suivi le déploiement de ces contingents burundais dans le cadre de traquer les forces négatives locales et étrangères. Vous personnellement, comment vous avez analysé ces déploiements? Bon, disons que comme vous l'avez annoncé, ça m'a pas surpris, ça nous a pas surpris parce qu'on s'y attendait. Maintenant, la question se pose sur l'opportunité de ces déploiements ou de la force régionale. Mais on ne peut pas répondre par oui ou non. Il faut seulement partir d'une base. Si vous invitez les voisins, c'est qu'il y a un problème chez vous. C'est qu'il y a un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Donc, nous sommes arrivés à un point, depuis presque 30 ans, d'un problème où notre pays, notamment l'Est, est envahi par des groupes armés locaux et étrangers. Et pendant 30 ans, nous peinons à mettre fin à cela, même assistés par les forces onusiennes. Est-ce que c'est cela qui justifie cet appel? Peut-être nous allons les développer avec vous dans les questions que vous poserez. Et parlant de Burundi, nous savons très bien qu'il y a de rebelles burundais de Tabara qui se retrouvent au sud Kivu. Est-ce que ce n'est pas un moyen de traquer son ennemi dans un sol étranger qui est la République démocratique du Congo? Il y a un problème réel qui se pose chez nous. Tous les groupes armés des pays voisins, tous les opposants armés des pays voisins ont trouvé asile chez nous. Et nous savons que régulièrement, que ce soit l'armée burundaise, que ce soit l'armée rwandaise, que ce soit l'armée ougandaise, ils font des incursions sur notre sol avec ou sans notre permission pour traquer effectivement leurs compatriotes armés qui se trouvent chez nous. Aujourd'hui, c'est officiel. Ils sont entrés officiellement. Quels en seront les résultats? On verra avec vous sûrement. Et pensez-vous que ça sera une solution peut-être pour mettre fin à la crise sécuritaire qui sévissent dans la partie est de la République démocratique du Congo? De la vie générale, on dirait que ce n'est pas une solution, de la vie générale, mais si nous allons dans les profondeurs des analyses, nous disons que venir nous aider, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut limiter dans le temps et dans l'espace. Parce que c'est bien d'entrer, mais nous ne savons pas d'abord le nombre, nous ne savons pas à quel moment ils vont sortir, et surtout que c'est des armées classiques face à des guerres asymétriques. Parce que les groupes armés, souvent, n'ont pas d'uniforme, et les groupes armés se confondent avec des populations qui sont culturellement presque les mêmes. Et c'est là où se pose la question, quel est le timing de ces troupes sur notre sol pour ne pas connaître le sort de la MONUSCO? Et ceux qui pensent que ce sont des troupes de trop en République démocratique du Congo, parce que nous voyons un peu à Beni et à Ituri avec la mutualisation de forces avec l'UPDF aujourd'hui. Pour vous, quel est le résultat de la mutualisation de forces avec l'Ouganda? C'est des troupes de trop, vous avez raison. Ceux qui pensent comme ça ont raison. Mais nous le disons, la mutualisation des forces, le résultat, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Selon notre propre analyse, cette mutualisation devait prendre fin. Pourquoi? Parce que ce sont des armées classiques, des armées conventionnelles qui viennent combattre l'ennemi qui est dans une guerre asymétrique. C'est-à-dire que dans ce genre de guerre, ce n'est pas la force militaire qui compte, mais c'est la stratégie basée sur la ruse, basée sur le renseignement, basée sur les réseaux dormants et les réseaux actifs. Donc, si ce groupe, et plutôt si les forces armées burundaises, burundaises, ougandaises ou n'importe quelle entraient chez nous dans la stratégie de la guerre classique, les résultats ne seront pas
escompté, dont nous continuerons à vivre cette souffrance-là de la population. Il faut réadapter les troupes à la guerre asymétrique, former des unités spéciales pour ce genre de guerre. Autrement, nous ferons du surplace. Et parlant de forces qui vont intervenir dans le Nord Kivu, peut-être l'Ituri, dites-nous, est-ce qu'il faut faire foi à toutes ces forces? D'autant plus que nous avons vu l'UPDF qui était dans la mutualisation de forces. Quand la M23 voulait attaquer Bunagana, c'est le couloir ougandais que le M23 ont utilisé pour, n'est-ce pas, pénétrer en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a une sorte de ruse que se joue les chefs de l'État qui se veut amener la paix en République démocratique du Congo? Vous avez totalement raison, il y a cette ruse-là, cette perfidie. Pourquoi? Parce que la situation même de notre pays avec les trois voisins de l'Est est complexe. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un pays comme le Rwanda, c'est pratiquement 2 ou 3 ethnies, 2 communautés ethniques, Hutu et tous ceux qui se battent. Le même problème se pose au Burundi, à moindre mesure en Ouganda. Parce que toute la frontière qui sort au Bunagana là, c'est les mêmes peuples. Alors, c'est dans cette ruse-là, parce que ces 3 pays ont presque le même problème, et des fois, ils sont dans des relations, dans des alliances contre nature, et surtout, notamment entre le Rwanda et l'Ouganda, ils ont les mêmes parrains anglo-saxons, la Grande-Bretagne, les États-Unis et surtout Israël, et des fois, ils sont obligés de faire la volonté de leurs parrains. Donc, vous avez raison d'utiliser le mot ruse, la perfidie. L'Ouganda a joué au double jeu. Parce que d'une part, il est avec nous dans la mutualisation, de l'autre part, il est ami et frère du Rwanda. Il facilite l'entrée parce que Bunagana, il faut le souligner, Bunagana n'est pas la frontière entre la RDC et le Rwanda. Bunagana est la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Mais curieusement, c'est le Rwanda qui a pris Bunagana à travers l'Ouganda. Donc, c'est ça effectivement la ruse. Et finalement, on se pose des questions, on se met un peu à la place du président Tshisekedi. Faut-il être en ennemi avec tous ces 3 voisins qui nous feront la guerre au même moment, ou chercher à s'allier, à diviser les 3 voisins? Je pense que c'est cette stratégie qu'il utilise. Est-ce que c'est payant? Nous verrons dans la suite des événements. Pensez-vous qu'il y aura vraiment une stratégie pour diviser? Parce qu'aujourd'hui, si on parle du Rwanda, on voit déjà l'Ouganda. Vous avez dit, ils ont les mêmes parrains, les anglo-saxons. Ils défendent les mêmes intérêts de leurs parrains. Pensez-vous que ça sera difficile pour les chefs de l'État congolais de diviser pour qu'ils s'allient à un État vraiment fort pour, n'est-ce pas, espérer à une paix durable en République démocratique du Congo? Ça sera difficile parce que les 2 États sont ce qu'on appelle en langage géostratégique des États clients. Ils sont des sous-traitants de ces grandes puissances. Et il est difficile tant que nous n'aurons pas un lobby fort pour renverser la donne, pour que ces 2 États soient divisés et travaillent en faveur de l'État congolais. Donc, il faut beaucoup de stratégies. Et cette stratégie-là, il faut aussi un lobby au niveau de la diaspora congolaise. Que la diaspora congolaise plutôt arrête de ne s'occuper que des musiciens. La diaspora congolaise doit mener des stratégies. C'est ça la distraction C'est ça la grande distraction. C'est ça la grande distraction. Aujourd'hui, nous avons des preuves que l'armée rwandaise est à Bunagana. On n'a pas vu de manifestations à travers le monde, des manifestations de la diaspora congolaise. Donc, il faut qu'ensemble, tous les Congolais, vivant au Congo comme à l'extérieur, fassent des lobbies pour inverser ce rôle. Parce qu'en réalité, ces États clients sont là, effectivement, dans le pillage des ressources et dans ces projets de balkanisation contre notre pays. Et ceux qui pensent que le gouvernement congolais, en acceptant cette force, semble mettre en public sa faiblesse pour la sécurisation de sa population. Depuis 30 ans, depuis la chute de Mobutu, nous sommes un État faible, un État failli. Ça, ce n'est pas un secret. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est essayer de souder les choses, de nous mettre ensemble et surtout de réorganiser l'armée et les services étatiques pour que nous puissions être forts. Si nous étions forts, ces pays ne seraient pas venus chez nous. Donc, il n'y a pas de honte à dire qu'aujourd'hui, la RDC est faible et il faut réorganiser tous les systèmes de défense et de sécurité pour que nous puissions imposer la paix par la dissuasion.
D'après vos analyses, cette force aura un impact positif ou négatif sur la sécurité à l'est de la RDC? Dans la durée, c'est dans la durée. Si la force a 3 mois par exemple, l'impact sera positif. Mais si la force a plus de temps, la force va s'enliser. Parce que je reviens sur ce que j'ai dit, nous sommes en face de l'ennemi qui ne porte pas l'uniforme militaire, l'ennemi qui n'est pas identifié, l'ennemi qui est des fois identifié par la morphologie. Et à ce moment-là, face à une guerre asymétrique, les blindés ne valent absolument rien parce qu'on dit, pour quelqu'un qui va au front, vaut mieux avoir les renseignements qu'un revolver. Oui, comme vous êtes spécialiste dans les questions de défense et de sécurité dans les Grands Lacs, dites-nous, la RDC en elle-même peut-elle être une solution pour la paix, pour le rétablissement de la paix dans son territoire? La RDC, et qu'est-ce qu'il faut? La RDC peut être une solution, mais il faut utiliser les futurs, pourra être une solution à condition de se réorganiser. Et d'abord, prenons le cas des effectifs. Nous sommes un pays continent. Si nous sommes à 100 millions d'habitants, notre armée n'a même pas les 1% de 100 millions. Parce que les 1% de 100 millions, c'est 1 million. Or, notre armée, sauf secret de défense, notre armée n'avoisine même pas les 200 000 hommes. C'est-à-dire que nous sommes une armée sous-effectif, donc moins d'effectifs, et nous ne pouvons pas couvrir l'ensemble du territoire national. Et pour vous, quelle est la cause de ces nombres vraiment qui n'est pas à mesure de sécuriser son territoire? L'effectif peu limité de ces soldats? L'engagement des jeunes ou bien il n'y a pas une bonne politique? D'abord, il n'y a pas une bonne politique, mais les enjeux géopolitiques font aussi que nous ne puissions pas avoir beaucoup de temps et beaucoup d'effectifs. Regardez l'Est de la RDC. Tous les jeunes, enfin, la plupart des jeunes sont dans les groupes armés. Mais ces groupes armés sont inefficaces. Ils nous ont dit qu'ils étaient là pour combattre l'ennemi. Or, ils sont assis sur les carrières minières qu'ils exploitent et qu'ils vendent au même ennemi. C'est-à-dire que dans le business auquel ils se sont livrés, les jeunes qui sont dans les groupes armés ici, qu'on appelait jadis les patriotes, ne représente plus une force pour protéger les pays. Donc, il faudrait que la jeunesse de l'Est de la RDC se désengage des groupes armés pour entrer dans l'armée et ensemble, tous les jeunes de la RDC puissent donner du tonus à l'armée et augmenter l'effectif. Parce qu'il y a un point très important. Le Rwanda, par exemple, n'est pas aussi grand que la province du Nord Kivu. Mais si nous faisons une comparaison géostratégique, nous ne pouvons pas vaincre le Rwanda, simplement parce que le Rwanda a presque 50 000 hommes, tous sont à la frontière. Et nous n'avons pas 50 000 hommes dans la province du Nord Kivu. Donc et puis, deuxième chose, dans les cas de ravitaillement et de renfort, nos troupes sont très loin par rapport au Rwanda, par rapport à l'Ouganda. Parce qu'eux, ils ont amassé les troupes le long des frontières à cause de l'exiguïté de leur territoire. Donc nous avons besoin d'effectifs et nous avons besoin de la logistique pour effectivement arriver à imposer la paix par la persuasion d'abord, par la dissuasion. Parce que si nous avons des camps militaires le long de nos frontières, le voisin aura peur de nous attaquer. Or, à l'heure qu'il est, Rumangabo est devenu un camp de garde-parc et le camp Sayo à Bukavu est presque inexistant. Rwampara à Nituri, c'est des camps militaires qui ont vieilli et pendant près de 30 ans, nous n'avons plus construit de camps militaires, ce qui fait que notre armée est devenue pratiquement une armée qui a vieilli. Il faut tout réformer. Et parlant d'une situation qui hante aujourd'hui les cœurs des Congolais, surtout ici à l'est de la République démocratique du Congo, cette façon de s'éterniser des rebelles du M23 à Bunagana, est-ce que cette force a plus de force? Donc, il faut dire, est-ce que cette force des rebelles du M23 a pris les décisions sur nos forces loyalistes, ou c'est une stratégie, ou bien on veut parler diplomatie pour que le M23 libère Bunagana? Parce que ça impacte économiquement la province du Nord Kivu. Merci de souligner l'aspect économique. Au fait, le M23 n'existait pas sans le Rwanda et l'Ouganda, vous l'avez souligné. Mais regardez, les attaques du M23 se font souvent la nuit. Cela signifie que c'est le déguisement, simplement,
l'armée rwandaise entre, il attaque avec des troupes, des forces spéciales, et à la levée du jour, il se retire et il place les M23. Naturellement, sur le point de vue, sur le plan économique, nous perdons. Parce que Bunagana, c'est quand même une frontière qui en fait entrer des recettes. Aujourd'hui, les peu qui entrent passent par le Rwanda. Et l'objectif du Rwanda de prendre Rumangabo, c'est au fait asphyxier totalement Goma. De telle sorte que tous les véhicules seront finalement, qui paieront finalement la douane à Bunagana parce que les commerçants n'accepteront pas de passer par le Rwanda. Donc, c'est des objectifs stratégiques, des objectifs économiques, parce que toute guerre a un soubassement économique. Et ceux qui pensent que le gouvernement congolais a quasiment oublié Bunagana, est-ce qu'ils ont tort ou raison? Du point de vue de la population, ils ont raison, mais du point de vue de la stratégie militaire, ils n'ont pas raison. Vous savez, ça ne sert à rien d'attaquer l'ennemi quand vous savez que vous ne pouvez pas le vaincre. Et vous risquez de perdre en hommes et en matériel. Et c'est ça les cas. Et c'est ça les cas. Donc il faut renforcer les troupes, il faut une nouvelle stratégie pour lancer une offensive. Parce qu'il ne sert à rien de lancer l'offensive quand vous êtes faible face à l'ennemi. C'est un peu comme lors des matchs de football. Si vous savez que en allant à l'offensive, la défense deviendra faible, vous jouez à la défensive. Et effectivement, c'est ce que malheureusement les FARDC font. Et le gouvernement congolais a traité l'M23 des terroristes et on ne négocie pas avec les terroristes. Est-ce que nous pouvons nous attendre à un changement des langages à ce point? Ça sera malheureux si nous changeons de langage sous pression extérieure. Mais regardez un peu le processus depuis le RCD. On a négocié avec le RCD, on a déversé des gens dans le RCD, le mécontent ont créé le CNDP, on a déversé des gens dans les institutions nationales, membres du CNDP, les mécontents ont créé le M23, on a déversé des gens dans les institutions. Et aujourd'hui, le M23, 10 ans après, le M23 renaît sur ses cendres pour dire nous n'avons jamais été satisfaits, les accords n'ont jamais été réalisés. En réalité, c'est ça la balkanisation. Et donc, après le M23, si on négocie avec le M23, on peut s'attendre encore à un autre mouvement. Et effectivement, parce que c'est au fait, c'est ce jeu-là de duplicité qui nous tient à la gorge. On négocie et on déverse dans les institutions. Ils deviennent majoritaires. C'est-à-dire, nous avons, quand vous regardez l'armée, notamment les officiers, ils deviennent majoritaires. Mais en réalité, il n'y a pas d'équilibre au niveau national. Donc, il faut éviter de négocier. Mais alors, pour ne pas négocier, il faut être fort. Donc, voilà un peu le paradoxe. Nikeski Belebeloka, face à nos caméras, dites-nous, cette force régionale, aujourd'hui, nous avons un contingent burundais déployé déjà au site Kivu. Quelles sont les stratégies qu'il faut utiliser pour que cette force régionale soit efficace et réponde aux attentes de la population congolaise? Nous espérons d'abord que ce sont des unités spéciales, aguerries par exemple, pour le Sud Kivu, aguerries dans les combats de plaine, de montagne. Ça, c'est très important. Si on nous envoie une infanterie qui n'a rien de force spéciale, c'est une perte de temps. Nous avons besoin des unités spéciales dans une guerre qui est spéciale, qui est asymétrique. Donc, si ces unités-là répondent à cela, nous sommes d'accord. Si ça ne répond pas à cela, alors nous regrettons cette force régionale qui viendra nous faire reculer. Ceux qui vont intervenir dans le Nord Kivu et l'Ituri, est-ce qu'il faut avoir foi vraiment à cette force qui va intervenir de l'autre côté? Mais je peux inverser la question. Nous avons des députés nationaux et provinciaux qui représentent toute la communauté nationale. Les groupes armés locaux appartiennent à des communautés. On commencerait par demander aux députés de sensibiliser les leurs qui sont dans les groupes armés et de les déverser dans l'armée nationale. Ça serait une des solutions. Parce que dans les alliances contre nature, entre les groupes armés locaux et étrangers, qui sont devenus pratiquement des béquilles des groupes armés étrangers, il devient difficile de faire la guerre. Et vous ajoutez toutes ces ONG des droits de l'homme, qui lorsqu'on tue un milicien qui n'est pas en tenue militaire, tout le monde crie à la violation des droits de l'homme. Ça complique tout. Au fait, il faut faire une guerre fermée où pratiquement
tout celui qui porte des effets militaires est considéré comme ennemi. Mais aussi, il faut que les élus aident la République à faire sortir les groupes armés locaux dans la forêt, qu'ils cessent de faire, d'exploiter les minéraux au profit des étrangers. Et là, ça serait la solution. Vous touchez un point très important. Nous avons vu à Butembo, lorsque le porte-parole de l'armée a dit qu'il y avait des complicités au sein de la population, en citant quelques maïmaïs. Nous avons vu certains députés qui s'acharnent contre ce porte-parole. Est-ce que cette communication était ratée de votre part? La communication n'était pas ratée. Les gens sont allergiques quand on cite les groupes armés. Et ce qui n'est pas normal. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, a subi le même sort. Toute personne qui demande à des communautés de faire le plaidoyer pour que les enfants sortent de la brousse ou de la forêt est très mal vu. Et c'est ce qui signifie. Mais je peux prendre des exemples. Nous avons vu au Kasaï, Kamouenansapo, il y a eu la contribution de la communauté kassaïenne. C'est la même armée qui a mis fin au phénomène Kamouenansapo. Nous avons vu les phénomènes Bundu Diakongo. Nous avons vu les phénomènes Ignélé. C'est la même armée, la même police nationale, parce que là-bas, les populations et les communautés n'ont pas accepté que les gens fassent la rébellion, que leurs propres enfants puissent faire la rébellion dans leur fief. Alors, à l'Est, ça devient un problème. Lorsque vous voulez parler de ces groupes armés qui sont communautaires, qui sont connus, alors tout le monde vous jette des pierres. Donc, le porte-parole n'a pas raté la communication, plutôt il a touché, il a mis le doigt dans la plaie. Et c'est ça la communication. Et tout a dégénéré lorsqu'on commence même à brûler de véhicules de militaires, sachant qu'il n'y a pas un grand nombre de véhicules, il y a même des éléments de l'ordre tués. Est-ce que c'est pas, vous avez un ennemi qui est l'ADF et vous ajoutez d'autres, vous faites la diversion sur terrain? Effectivement, cette diversion, nous l'avons dénoncée depuis longtemps. Nous avons toujours dit que dans les Grands Nord, les groupes armés locaux sont des béquilles des ADF. Parce que la nébuleuse ADF-MTM a mis de l'argent. Elle a mis de l'argent et cette nébuleuse a beaucoup d'argent. Alors, il n'est pas normal qu'on puisse brûler des véhicules des forces de sécurité et de défense, qu'on puisse même arriver à tuer le commandant adjoint de la ville. C'est anormal. C'est la population. Est-ce que la population qui a tué, la population peut nous expliquer d'où sont sorties les armes qui ont servi à tuer? Donc, c'est pourquoi nous revenons à ce que nous avons dit. Tant qu'il n'y aura pas une implication sincère des notables, des élus locaux et nationaux de ces communautés-là, la guerre à l'Est ne prendra pas fin et la population, de façon générale de l'Est, sera à la base de l'affaiblissement de l'État congolais. Anikes Kibelbel Oka, je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation, écrivain et directeur du journal Les Coulisses, spécialisé dans les questions de défense et sécurité dans les Grands Lacs. Nous disons merci de répondre à notre invitation sur la chaise. Je vous remercie de cette opportunité et bon vent. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro.